Je vais donner la parole maintenant. Excusez-moi, on a eu une petite inondation en cours de route, donc j'ai un petit peu mouillé le programme. Je vais donc donner maintenant la parole à Cameron Diver, qui est directeur adjoint de la Communauté du Pacifique et qui va donc aborder des aspects très pratiques, donc des organisations internationales pour niveler nos inégalités sociales. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Lorsqu'on m'a invité à participer à ce colloque, on m'a indiqué que le rôle de la Communauté du Pacifique était particulièrement intéressant puisque la CPS n'est pas une organisation politique, mais une organisation technique qui vise le progrès social et donc le rééquilibrage des inégalités par différentes interventions dans les domaines culturels, économiques et sociaux. Je me suis dit toutefois que traiter le rôle de la CPS de cette manière-là, une organisation internationale qui œuvre pour le développement durable de pays issus du processus de décolonisation de l'après-Seconde Guerre mondiale, était peut-être trop évident, voire même réducteur. Donc j'ai décidé d'aborder cette question sous un autre angle, tout aussi important à mon sens, mais moins connu et surtout moins valorisé s'agissant du rôle de la CPS. L'une des conséquences de la décolonisation a été l'entrée dans la communauté internationale de nouveaux États issus de ce processus. Cet accroissement du nombre d'États participant au système international et multilatéral grâce à leur nouvelle personnalité juridique internationale a contribué à l'augmentation rapide au cours du XXe siècle du nombre d'organisations intergouvernementales et internationales. En particulier, à partir des années 60, plusieurs nouvelles organisations internationales ont été créées pour répondre directement aux besoins et défis des États qui venaient d'accéder à l'indépendance. Et on peut à ce titre citer le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ou le mouvement des pays non alignés. Mais au-delà de ce constat, on peut se poser la question assez légitimement du pourquoi. Pourquoi des États décident-ils de créer des organisations internationales ? Pour les tenants de la théorie de la stabilité hégémonique, qui est l'une des branches de la théorie réaliste, les organisations intergouvernementales ne sont que des instruments utilisés par les États, surtout les plus puissants, pour maintenir ou accroître leur part de la puissance mondiale. Pour le réaliste, donc, l'existence d'organisations internationales ne fait pas du système international un mécanisme inclusif de coopération. Les organisations internationales ne servent qu'à maintenir un équilibre entre des pouvoirs et des grandes puissances. L'histoire et l'évolution de la communauté du Pacifique sont pour moi une illustration du contraire. Créée le 6 février 1947 par traité, connu couramment comme la Convention de Canberra, par l'Australie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la communauté du Pacifique était à ses origines la Commission du Pacifique Sud. La philosophie ayant présidé à la décision de créer une nouvelle organisation internationale dédiée à l'Océanie est claire dès le premier considérant de la Convention, lequel indique « désireux d'encourager et de renforcer la coopération internationale en promouvant le bien-être économique et social et le progrès des populations des territoires dépendants administrés par eux, eux étant les puissances coloniales, dans la région du Pacifique Sud. » Cette philosophie est traduite directement dans le texte de la Convention en son article 4, consacré aux pouvoirs et attributions de la nouvelle Commission. C'est cet article 4 qui donne à la CPS sa mission d'organisation intergouvernementale tournée vers le développement des droits et du bien-être économiques et sociaux des habitants du Pacifique insulaire sur la base de la recherche scientifique, de l'assistance technique et de la coopération internationale. Le terme développement durable n'était bien évidemment pas employé dans le texte d'origine de la Convention, puisque ce concept a été défini précisément pour la première fois 40 ans plus tard, en 1987, dans le rapport Brundtland, Notre avenir commun. Cependant, bon nombre des multiples facettes recouvertes par la notion de développement durable étaient déjà présentes dans la vision et la mission de la Commission du Pacifique Sud en 1947. En 1950, la Conférence du Pacifique Sud a été créée
comme organe consultatif au sein de la Commission. Dans le cadre du propos de ce colloque, cette conférence revêt une importance particulière puisqu'elle avait pour mandat de donner aux possessions et territoires sous tutelle des États membres fondateurs l'occasion d'exprimer leur point de vue au sein de la Commission et également d'être consultés sur les grandes orientations de la Commission. La première conférence du Pacifique Sud, qui s'est déroulée au Nasinu Teachers Training College à Fidji en avril et mai de 1950, peut donc légitimement être considérée comme historique. C'était la première fois que des Océaniens, ainsi que quelques populations immigrées dans la région, telles que la communauté indienne de Fidji, se réunissaient de plein droit pour débattre de problèmes propres à la région. C'était là un fait remarquable, étant donné les normes en vigueur à l'époque coloniale. Tous les territoires, sauf un, étaient représentés par des délégués autochtones non européens. Et dans son discours d'ouverture, Sir Brian Freestone, qui était gouverneur de Fidji et haut-commissaire du Pacifique occidental à l'époque et qui présidait la conférence, et qui allait bientôt devenir le deuxième secrétaire général de la CPS, a qualifié cette assemblée de Parlement des peuples du Pacifique Sud. Le retentissement de cet événement a trouvé un écho dans l'éditorial de nombreux journaux, en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji, voire même dans le Times et dans le New York Times. L'héritier de la couronne des Tonga, le prince Tungi, a déclaré que la conférence était un jalon dans l'histoire des relations entre les pays océaniens et qu'elle marquait probablement l'avènement d'une nouvelle ère pour les peuples des mers du Sud. Après de nombreuses années d'attente, cette aube a fini par se lever sous la forme de l'indépendance pour certains pays. Nombre de délégués qui ont participé à cette première conférence de la Commission du Pacifique Sud ont contribué plus tard à forger l'avenir de leur pays et de la région. 3 d'entre eux allaient devenir des chefs d'État. Le prince héritier Tungi, qui était le futur roi Tupua IV des Tonga, Malietoa Tanumafili II, qui est devenu chef de l'État de Samoa, et Tupua Tamasese Mea Ole, qui est devenu co-chef d'État de Samoa. D'autres allaient être nommés premiers ministres, comme Sir Albert Henry des îles Cook et Sir Robert Rex de Niue. Nancy Robson, qui était une interprète lors de ses premières conférences du Pacifique Sud, a observé à l'époque qu'il était permis d'imaginer le jour, peut-être pas si éloigné, où ces îles disparates, disséminées sur un vaste océan, seraient animées d'un sentiment d'unité et ou d'une volonté commune des peuples du Pacifique Sud émergerait. Déjà donc, on entrevoyait les prémices du régionalisme océanien. La décolonisation, comme processus d'émancipation politique, a marqué la CPS particulièrement pendant les années 60 et 70. D'abord, en 1962, la Nouvelle-Guinée occidentale, néerlandaise, a été rattachée à l'Indonésie et rebaptisée Irian Jaya. La région océanienne a ainsi perdu 750 000 habitants, mais la Commission n'a pas protesté. Les autres entités territoriales, en particulier les États-Unis d'Amérique, souhaitaient maintenir l'Indonésie dans leur camp pour éviter que le communisme ne se propage de l'Indochine à la région du Pacifique Sud. Les Pays-Bas, n'ayant plus de territoire en Océanie, se sont donc retirés de la CPS. 1962 était également l'année où le Samoa occidental est devenu indépendant de la Nouvelle-Zélande. Cependant, la Convention de Canberra ne contenait aucune disposition prévoyant l'élargissement du groupe initial de pays membres. Et un accord portant modification de la Convention a dû être signé à Londres en octobre 1964 pour prévoir que tout territoire relevant du ressort territorial de la Commission pouvait devenir membre à part entière s'il y était invité par tous les autres pays membres. Le Samoa occidental est ainsi devenu un État membre de la CPS le 17 juillet 1965. Ont suivi Nauru en 69, Fidji en 71, la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 75, les îles Salomon en 78 et Niue et les îles Cook en 1980. Le rôle croissant des Océaniens dans les travaux de la Commission est illustré en 1969 lorsque M. Afionga Aofaofuvale Misimoa a été élu au poste de 7e secrétaire général de la CPS. Né au Samoa occidental, M. Misimoa a été le premier Océanien à assumer les fonctions de secrétaire général.
C'était donc au cours de cette période de 20 ans, entre 1960 et 1980, que la CPS a largement évolué d'une construction de l'époque coloniale à une organisation pleinement appropriée par ses membres océaniens. Dans un article paru dans le Bulletin du Pacifique Sud en 1976, Richard Hare, qui était un universitaire australien, a évoqué en ces termes l'évolution de la CPS et la place de la conférence du Pacifique Sud. Des observateurs assistaient à la conférence pour découvrir l'âme du Pacifique d'une manière que leurs correspondants bilatéraux plus traditionnels ne sont pas en mesure de percevoir. La conférence représente non seulement l'âme de la région, mais aussi sa conscience. 1983 a marqué un tournant dans l'histoire de la CPS, scellant la dernière phase d'une évolution qui a vu l'organisation passer d'une structure gérée de l'extérieur de la région insulaire par des États membres métropolitains à une institution véritablement représentative de tous les peuples insulaires du Pacifique, avec tous ses membres participant à la prise de décision sur un pied d'égalité. C'est à la conférence du Pacifique Sud, à Saipan, aux îles Mariannes du Nord, qu'une résolution a été adoptée reconnaissant aux 27 États et territoires participant à la conférence le statut de membres égaux et de plein droit. Les Samoa américaines, les États fédérés de Micronésie, la Polynésie française, Guam, Kiribati, les îles Marshall, la Nouvelle-Calédonie, les îles Mariannes du Nord, Palau, Pitcairn, Tokelau, Tonga, Vanuatu et Wallis-et-Futuna sont ainsi devenus membres à part entière de la CPS. En faisant abstraction du contexte politique de ses membres, cette décision, pourtant hautement politique, a consolidé le statut apolitique de la CPS et a fait de l'organisation le précurseur d'un régionalisme véritablement inclusif où chaque pays ou territoire, quel que soit son statut constitutionnel ou son lien institutionnel avec une puissance métropolitaine, avait droit de cité. Il est de ce point de vue frappant de constater à quel point l'évolution d'autres organisations dans la région a été beaucoup plus lente et à quel point cette notion de régionalisme inclusif demeure pour certains à géométrie très variable en fonction de l'appartenance linguistique ou culturelle ou du maintien d'une forme d'idéologie politique dont les limites sont clairement visibles aujourd'hui dans un monde globalisé et dans une région où la mise en avant sur le plan politique de termes comme souveraineté, indépendance ou autonomie cache souvent une réalité en matière de développement faite de dépendance, d'interdépendance ou d'autonomie toute relative. Depuis 1983, tous les États et territoires du Pacifique insulaire, ainsi que les États membres fondateurs restants, participent avec des droits égaux aux travaux et aux décisions de la CPS. L'évolution de la Commission du Pacifique Sud, la place croissante qu'ont pris les pays et territoires océaniens en son sein, l'utilisation de principes tels le consensus au lieu d'un vote formel, et en 1997, le changement du nom de l'organisation pour laisser au passé Commission du Pacifique Sud et devenir au présent la Communauté du Pacifique, sont des illustrations d'une organisation qui n'a pas été décolonisée par la volonté et une action extérieure, mais qui s'est décolonisée de l'intérieur. Toutefois, il ne faut pas voir dans ce terme décolonisation le rejet des pays métropolitains, ni une CPS qui renie la contribution des États membres fondateurs. La CPS a été le creuset d'un régionalisme inclusif où chacun avait et a sa place. Prenons comme témoin Ratu Sir Kamisese Mara des îles Fidji, qui en 1991 a jeté un regard rétrospectif sur la fondation de la CPS. Il a dit « Je vois dans le Pacifique une région qui mérite bien son nom et qui a donné au monde entier un exemple de cohabitation d'ethnies multiples dont les relations sont empreintes d'amitié, de tolérance, de respect mutuel et de coopération. » Ces paroles prennent un relief particulier aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, siège de la CPS depuis le 5 mars 1949, dans la perspective de l'échéance de 2018. On voit donc bien, au-delà du rôle qu'a joué et que joue encore la CPS pour accompagner le développement économique, social et environnemental de ces États et territoires membres et de leur population,
Travail qui aide souvent à relever le défi de l'autonomie lié à un manque de moyens, de capacités et d'économies d'échelle dans le Pacifique insulaire. La CPS a su s'adapter aux changements dans le contexte géopolitique de la région depuis sa création en 1987. S'il existe encore, et c'est un fait indéniable, des inégalités économiques, sociaux et environnementaux entre les pays et territoires développés du Pacifique et ceux en développement, il est néanmoins frappant de constater les efforts qui ont été consentis pour établir l'égalité entre tous sur le plan de leur participation à la vie de la communauté du Pacifique. Si aujourd'hui, du moins dans une acception, la décolonisation consiste à vouloir résoudre les inégalités et établir les égalités, la communauté du Pacifique fait figure de précurseur pour ce qui concerne les organisations internationales. La CPS a été la première organisation intergouvernementale créée dans et pour le Pacifique. Elle a été l'une des, sinon la première organisation intergouvernementale à accueillir comme un État membre un pays océanien. Et ces États membres fondateurs, pourtant tous des puissances pouvant être qualifiées de coloniales, ont accepté et œuvré pour donner un rôle grandissant aux pays et peuples océaniens, à commencer par cette première conférence du Pacifique Sud en 1950 et en culminant par la reconnaissance de l'égalité de statut pour tous en 1983. Il y a donc eu un rééquilibrage, pour employer le terme usité en Nouvelle-Calédonie, éminemment politique, malgré le caractère apolitique de la CPS. Aujourd'hui, alors que l'on célèbre les 70 ans d'existence de la communauté du Pacifique, on peut mesurer le chemin parcouru et le chemin qui reste à faire. S'il y a eu un véritable rééquilibrage politique au niveau de la gouvernance et de la participation au sein de la CPS, il reste de nombreuses inégalités dans le Pacifique insulaire. Parfois, il s'agit d'inégalités internes à un pays ou territoire. Prenons par exemple la lutte contre la violence faite aux femmes. Parfois, il s'agit d'inégalités entre pays et territoires, comme celles révélées par les indices de développement humain pour identifier les pays les moins avancés. Et parfois, il s'agit d'inégalités liées à la vulnérabilité des pays et territoires océaniens devant un enjeu global qui les impacte en première ligne. Et là, on pense tous, j'espère, à la lutte contre les effets du dérèglement climatique. Dans ce contexte, le rôle d'origine de la CPS reste pleinement d'actualité. Accompagner et favoriser le développement durable du Pacifique insulaire, l'épanouissement économique, social et environnemental de populations océaniennes sur la base de la recherche scientifique, de l'assistance technique et de la coopération internationale. Tout cela dans le cadre d'une gouvernance réellement inclusive où la voix de chaque pays et territoire océanien a autant de poids que celle des États membres fondateurs, ce qui a fait de la communauté du Pacifique, au fil des années, une véritable communauté de développement régional, la véritable maison commune du Pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant et passionné de cette belle aventure de la communauté du Pacifique qui montre bien cette volonté commune donc, pour les habitants de ces régions de prendre en main leur destin à un moment, après la Seconde Guerre mondiale, où il était plus facile de se laisser happer justement par les grandes puissances. Et c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être souligné, une volonté communautaire qui est novatrice et sans égale pour le coup. Nous allons rester dans nos organisations internationales avec maintenant un exposé d'Yvan Faoua sur le groupe de fer de lance mélanésien. Yvan Faoua qui est membre justement du groupe de fer de lance mélanésien et qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'action de son organisation. Vous avez la parole. Merci. Merci. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas salués ce matin. Merci pour l'invitation. Donc, le groupe du fer de mélanésien donc, est une organisation sous-régionale qui peut-être aura voulu se démarquer de ce qui existait au travers de la communauté du Pacifique. Mais c'est aussi parce que la Mélanésie couvre donc
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, les îles Salomon, Vanuatu et bien sûr la Nouvelle-Calédonie. Cette organisation donc a été créée d'abord à une rencontre à Goroka en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 17 juillet 1986. À cette époque-là, donc pour nous, le FLNKS était déjà dans la revendication d'indépendance, hein, né à partir des années 84. Et on dit que la raison d'être du groupe Fer de Lance mélanésien est bien celle de l'éradication du colonialisme dans la région. Et c'est ce qui, à l'époque, avait poussé donc, Walter Lini, hein, Premier ministre du Vanuatu, Payas Winti, Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Ézéchiel Aleboua, Premier ministre des îles Salomon, donc à se réunir à Goroka en présence du FLNKS. Et ensuite, donc, le 14 mars 1988, une déclaration officielle avec une stèle aujourd'hui qui commémore cette création officielle du groupe du fer de lance mélanésien. Donc elle est d'abord politique. Il est clair que lorsqu'a été évoqué donc, les décennies hein, pour l'éradication du colonialisme en rapport à ce que défend le comité des 24 et l'ONU, il s'agissait bien à ce moment-là pour ces pays mélanésiens de soutenir donc, cette revendication d'indépendance qui, à l'époque, donc, concernait 3 territoires. Hein. Timor-Leste, ce qui a été évoqué tout à l'heure, donc, suite au transfert de l'autorité de tutelle de Ouest Papua à l'Indonésie, hein, donc l'Irian Jaya, et puis, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie ou Kanaki. Donc, c'était une déclaration formelle, officielle. Pour autant, le soutien va aussi venir des îles du Forum. Hein. Les îles du Forum du Pacifique vont aussi accompagner, en tout cas pour partie d'entre eux, quelque chose qui s'associait à l'époque à un combat pour un Pacifique dénucléarisé. Hein. L'époque des expérimentations nucléaires en Polynésie française avait aussi provoqué ces réactions-là, et donc on sentait aussi derrière ce soutien des États, hein, à l'époque comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Ces soutiens perdurent d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors, pour mémoire aussi, il faut rappeler que Fidji ne rejoindra que bien plus tard cette organisation, parce que ce combat politique n'était pas dans les préoccupations du moment de Fidji. Elle viendra parce que pour donner forme à ça, bien sûr, il y a tout le lobbying politique, notamment au niveau de l'ONU et du C24, mais il y avait surtout aussi quelque chose à construire au niveau de la région et au niveau de ces pays, qui, eux, venaient d'être indépendants. Hein, donc, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc, le 16 septembre 1975, où donc, la tutelle australienne va se retirer. Pour Fidji, donc, en tant que colonie britannique, le 10 octobre 1970. Pour les îles Salomon, le 7 juillet 1978, mais qui va quand même laisser place, hein, on le sait, à une très longue période de troubles, au moment où les îles Salomon deviennent un État indépendant, et le Vanuatu, donc le 30 juillet 1980. Alors, on voit que ces États jeunes, et vous faites le lien tout de suite avec leur intégration au sein de la communauté du Pacifique, puisque les dates correspondent à l'année près, au moment où ils intègrent donc, cette organisation. Et c'est peut-être de là aussi qu'ils vont arriver à s'organiser autour de quelque chose qui les préoccupe d'abord en premier, c'est-à-dire la culture. On est mélanésiens, et le thème fondateur des actions qui vont être engagées vont d'abord s'attacher à la culture. Mais c'est peut-être parce que c'est plus fédérateur et moins difficile à se reconnaître lorsqu'on se déclare mélanésien. Il y a aussi, parce qu'effectivement ces pays sont pauvres, tout ce qui va tourner donc autour de l'économie.
des finances, du commerce. Hein. Donc aujourd'hui encore et tout récemment, donc, Fidji et les îles Salomon ont signé ce qui s'appelle aujourd'hui l'accord de libre-échange, hein, Melanesian Free Trade Agreement, le MFTA, qui a évolué sur 3 versions différentes à partir de sa création en 1990. Et c'est ce qui va faire que Fidji va se rapprocher de cette organisation, la rejoindre en tant que membre observateur en 1992 et l'intégrer pleinement en 1993. La situation de la Nouvelle-Calédonie est un peu particulière puisqu'effectivement, on reconnaîtra le statut de membre au FLNKS, Mouvement de libération nationale du peuple kanak. Et donc à partir de sa création, le FLNKS va essayer d'occuper sa place, hein, à tel point que au cours de sa présidence de 2013 à 2015, comme vous le savez, Timor-Leste va accéder à l'indépendance avec une partition donc, de l'île. La Nouvelle-Calédonie, après Matignon-Oudinot et puis l'accord de Nouméa, donc engage un processus de décolonisation. Il restait un territoire à décoloniser dans cette Mélanésie, Ouest Papua. Donc au sommet qui aura lieu le 19 juin à la CPS d'ailleurs, sera invitée une organisation indépendantiste Ouest Papua, hein, National Coalition for Liberation of West Papua, qui aujourd'hui a regroupé et se retrouve être United Movement for Liberation of West Papua, ULMWP. Et je cite ça parce qu'en 2011, lors de la présidence du groupe Fer de Lance par Fidji, l'Indonésie va acquérir le statut d'observateur. Sous la pression de Fidji, qui, je le rappelle, en 2006, va être exclu à cause du putsch de M. Bainimarama, qui donc va être déclaré comme étant un dictateur, mais qui va quand même, hein, et c'était son engagement au début, de rétablir la démocratie à Fidji à partir de 2014, puisqu'il va réformer la constitution fidjienne, il va réformer l'économie fidjienne et faire en sorte que Fidji est aujourd'hui ce qu'il est, notamment jusqu'à la COP23 à Bonn. Hein, voilà. Donc finalement, ces pays, tout État insulaire qui soit, avec une population de 900 000 habitants, arrivent quand même, malgré des déboires assez difficiles, à se hisser à ce niveau-là. Donc pour mémoire, aujourd'hui, les membres de cette organisation, groupe de fer de lance mélanésien, donc aux 3 membres fondateurs auxquels s'associe le FLNKS, on retrouve aujourd'hui, bien sûr, comme je l'ai cité, l'Indonésie, qui maintenant est un membre associé, parce qu'on a pu faire accéder en 2015 au statut de membre observateur cette organisation qui milite pour l'indépendance de West Papua. Les plus grandes actions, hein, les principales actions sur lesquelles s'est concentré l'organisme, ce sera quand même sur l'accord commercial, hein, ce qui l'a fait vivre le plus de toutes ces années, au cours de ces années, c'est bien ce travail sur les accords commerciaux pour essayer de faire en sorte que ces 3 pays, puis 4 avec Fidji, puissent développer leur économie. On sait tous que ces économies insulaires, par la taille du marché, post-coloniaux aussi, avaient, on le sait tous, des difficultés à pouvoir négocier leurs interdépendances et avoir un développement économique suffisamment positif pour satisfaire aux besoins de leur population. Et donc, ici d'ailleurs, dans cette salle, hein, en 2015, on a finalisé les travaux sur ce qui est devenu aujourd'hui l'accord de libre-échange, qui inclut bien sûr non seulement des accords commerciaux, mais les accords douaniers, les accords financiers d'investissement et un partenariat public-privé en ce qui concerne tous ces projets de développement. Ça a mis quand même 20 ans pour évoluer à ce point, mais il semblerait quand même que l'impact est positif. Hein. On le sait tous, la taille de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est donc, on va dire, on dit le Big Brother, c'est vrai que c'est un géant par rapport aux autres, et que les ressources de ce pays font que, voilà, hein, un niveau de développement ces dernières années qui était quand même assez important, mais où on remarque quand même que les inégalités sont
très forte, hein, près de, je crois, 10% de la population qui ont les plus faibles revenus. Ces revenus-là sont multipliés par 10 pour les 10% de la population qui sont les mieux dotés. Donc on sent que les inégalités sont quand même très criantes dans ces pays-là, et que, décolonisation ou pas, l'impact a quand même été très fort du fait de pouvoir s'organiser, hein, en groupe du fer de lance sur un objectif politique au départ, mais qui va quand même tendre à travailler, à faire en sorte qu'on puisse... Il ne parle pas d'inégalité, il parle de pauvreté, hein. Et donc, pour nous qui sommes voisins de Vanuatu, un des projets qui a été développé pour sortir des schémas traditionnels du PIB ou de ce genre d'indicateurs, ils vont développer un concept qui est de travailler sur les indicateurs de bien-être. Ce qui compte, ce n'est pas la ressource en dollars par personne, c'est la perception qu'on a de la qualité de vie dont bénéficient les populations. C'est une posture qui est quand même bien différente de ce qu'on a traditionnellement l'habitude de faire. Est-ce pour autant que la pauvreté a été réduite? Ce n'est pas certain. Mais il n'empêche que le fait de travailler ensemble et d'établir des partenariats au travers de ces accords commerciaux et autres font qu'effectivement on peut estimer, et je pense que dans quelques années on pourra en dresser un bilan, que cette lutte contre les inégalités ou cette lutte contre la pauvreté, pour un pays décolonisé ou pas de toute façon, bénéficie du fait qu'on s'organise, hein, à être solidaire, parce que c'est un des piliers de cette organisation, la solidarité mélanésienne. Alors, un des points sur lesquels on aboutit, puisque le prochain sommet devait avoir lieu cette semaine, elle a été décalée d'1 voire 2 mois, devait acter la création de fonds mélanésiens. Donc un fonds d'urgence d'abord, puisqu'on sait que, ça a été dit d'ailleurs par différents intervenants, que cette région est quand même très impactée par les changements climatiques. Et le cas du cyclone Pam et du cyclone Winston pour Fidji en sont la preuve qu'effectivement on est très exposé et qu'il fallait s'organiser. Et donc 2 fonds sont en cours de création. Un fonds d'abord d'urgence, hein, pour aider chaque pays membre à se relever lorsqu'elle est impactée par une catastrophe naturelle. Et puis un second fonds qui est le Fonds mélanésien de développement, qui lui va s'attacher à développer les infrastructures dans chacun des pays membres. Et ça, c'est en cours de ratification. Et j'ai vu donc dans le Pacific News, je crois que Bainimarama et Manasseh Sogavare, avant qu'il soit déchu de ses fonctions, ont effectivement engagé, hein, cette signature, puisque elle n'oblige pas tous les membres à y être en même temps. Alors la place de la Nouvelle-Calédonie dans tout ça, c'est vrai que, comme on l'a dit, on est membre à part entière, mais sur, par exemple, l'accord commercial, on est observateur. C'est-à-dire que, c'est vrai, une des grosses différences de la Nouvelle-Calédonie par rapport à ces 4 pays mélanésiens, c'est qu'elle est francophone. Elle est de culture française. Et ça, je crois que c'est un enrichissement. Hein, je sais que c'est pratiquement 10 dernières années, le fait d'avoir travaillé au sein du GFLM, fait qu'on sent quand même cette part d'enrichissement mutuel, cet échange, ces interactions qui naissent du fait qu'on n'est pas de la même culture et qu'on a une attention particulière donc à pouvoir faire au mieux les choses. Donc la Nouvelle-Calédonie, au travers de quelque chose qui a été mis en place justement dans le cadre des accords commerciaux, la foire économique, hein, on a réussi donc déjà à associer le privé. On sait aujourd'hui, à la suite de l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans le Forum des îles du Pacifique, que petit à petit le pays va aussi évoluer et faire en sorte qu'elle soit là, le pays, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fasse aussi partie de cette organisation, ce qui permettra, je crois, et l'objectif pour nous en tout cas en tant que FLNKS, c'est de dire que la Nouvelle-Calédonie a une place
importante, primordiale dans sa région. J'en veux pour preuve un rapport de 2014 du CESE qui disait qu'effectivement nos échanges au niveau de la région étaient quasi inexistants. À part un peu de bois avec les Salomon, un peu de café avec la Papouasie, un petit peu plus peut-être avec Fidji et Vanuatu, parce que Fidji a été très agressif, on va dire, sur ce plan-là. Ils étaient en train de redresser leur économie sur ces 10 dernières années. Voilà, le reste était très pauvre, on va dire, au niveau de nos échanges dans la région. Et donc la volonté, c'était aussi que quelque part, à la fois au niveau du privé, du secteur privé, mais aussi du secteur public, on puisse améliorer, augmenter et faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie à terme puisse jouer le rôle, je crois, qui lui revient aussi, sur le rayonnement qu'elle peut avoir dans la région au travers de cette organisation du groupe du fer de lance mélanésien. Alors les difficultés sont nombreuses, mais c'est vrai qu'auprès de la communauté internationale, je crois qu'il y a aussi un suivi, un regard, un intérêt particulier des deux grands de la région, c'est-à-dire l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais aussi de l'Indonésie. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie qui est là à la porte de l'Asie, et qu'on est là entre deux régions du monde quand même on va dire, qui ont de l'intérêt réciproque. En tout cas, pour nous, la Calédonie, on sait le problème que pose le nickel. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. L'idée qu'on avait de pouvoir créer peut-être une organisation où on pourrait s'entendre avec notamment l'Indonésie. Mais en même temps, vous l'avez bien compris, on est un petit peu en conflit parce que le fait de défendre la décolonisation de West Papua, de la tutelle indonésienne, nous met quand même dans des rapports assez difficiles, mais ils existent, ils se maintiennent et je crois que c'était l'objet d'avoir un peu les gens autour de la table, notamment aussi dans cette organisation-là. Pour conclure, les perspectives qui s'adressent donc à cette organisation ont été regroupées dans un document qui a été acté notamment en 2013, où l'étude venait d'être présentée, où se met en place, on va dire, la mise en œuvre. C'est ce qu'on appelle le plan de développement et de prospérité pour tous 2038. C'est le Melanesia 2038 plan. Donc, à partir d'un travail qui était effectué donc là par les 5 pays membres, pour nous à l'époque, donc c'était M. Rokwamita et M. Paul Niaptin qui ont contribué à ce travail de réflexion, a été dressé quelque chose, je l'évoque en parallèle parce qu'on peut effectivement faire le parallèle entre le schéma d'aménagement et de développement NC 2025. On va dire que le MSG 2038 plan est à l'identique, mais à un niveau de la région mélanésienne. Et que les 12 piliers qui ont été donc dressés dans ce plan s'adressent effectivement et a pour objectif de peut-être pas à ce moment-là d'éradiquer les inégalités, mais en tout cas de réduire la pauvreté. Mais je crois que la posture, elle est différente. Elle est celui d'augmenter le bien-être des populations et de les défendre, notamment contre les effets du changement climatique. C'est aussi une des préoccupations. Donc, bien entendu, avec les autres régions, la Polynésie, la Micronésie, fortement impactées, encore plus peut-être que certaines parties de ces archipels mélanésiens. Donc, ce MSG 2038 plan est effectivement mis en œuvre. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure la création de fonds mélanésiens, ils font partie de ces différents piliers inclus dans ce plan de développement 2038. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps ou si je dépasse. Il me reste donc juste à faire la conclusion de mon intervention. C'est vrai que on pourrait considérer comme exclusif le fait de créer quelque chose qui s'appelle
groupe du fer de lance mélanésien et où, on va dire, on s'attache uniquement à peut-être se recroqueviller sur soi en disant nous, on est une région mélanésienne, la peu peuplée, disposant de 90% des ressources de la région aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc cette région mélanésienne aurait peut-être eu tendance à se replier sur elle-même. Non, je crois que l'idée était d'abord de se renforcer, de traiter de cette période post-coloniale pour ces pays fondateurs, de reconnaître qu'effectivement le cas de la Nouvelle-Calédonie était spécifique, non simplement parce qu'on est parti sur un processus de décolonisation, mais aussi parce que par rapport à eux, issus de la colonisation anglaise, néerlandaise ou autre, il y avait, je crois, des expériences à partager, un présent peut-être auquel il fallait faire face pour préparer un avenir un peu meilleur. Mais il n'empêche pour autant qu'on n'est pas enfermé sur nous, puisque je me rappelle que dans la plupart de nos réunions, sont quand même invités, en tout cas sont admises à participer, notamment pour des échanges et pour pouvoir se soutenir aussi. La Micronésie d'abord, donc ils sont souvent représentés, certains pays de la Micronésie, et puis bien sûr aujourd'hui maintenant aussi les représentants de pays polynésiens. Donc je crois que il y a certainement, je dis ça parce que j'ai entendu dans certaines interventions l'optimisme et le pessimisme concernant cette problématique soulevée sur les inégalités sociales et la décolonisation. Il y a une expérience vécue qui est là, qui est partagée au sein de cette organisation qu'est le groupe du fer de lance mélanésien, et je crois que, en tout cas on l'a senti ces dernières années, l'évolution a été forte et impacte aussi fortement, je crois, ce qui se fait dans ce pays. Je sais que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, donc par la création de sa commission des relations extérieures, vient aussi jeter des passerelles supplémentaires dans ces relations que nous avons dans cette région. D'abord mélanésienne, bien sûr, mais dans toute cette grande région du Pacifique. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé sur l'histoire et l'action du groupe de fer de lance mélanésien, donc un rôle pour fortifier les économies fragiles en Mélanésie, donc a priori un très très bon levier. Moi j'ai été sensible à votre concept de bien-être pour niveler les conditions d'inégalité qui me paraît être, en tout cas de mon point de vue, très pertinent comme échelle. On est assez pressé, je laisse la parole tout de suite à Hélène Boiran, qui est docteur en histoire contemporaine et qui officie à la Maison de la Mélanésie, et qui va nous permettre de faire une transition entre le rôle des organisations internationales, puisque là on était du côté de la Mélanésie, et qui elle va nous parler des approches comparatives finalement pour réguler les inégalités sociales sur les territoires donc des États mélanésiens. Et je vous donne la parole pour une vingtaine de minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis ici au titre de mes travaux de chercheur indépendant au sein de la Maison de la Mélanésie, et je remercie bien sûr les dirigeants de ce collectif et les organisateurs de ce colloque pour m'avoir proposé encore une fois de venir ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis calédonienne et j'ai, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, l'occasion depuis 20 ans de suivre de près ce qui se passe dans notre région et d'y circuler. J'avais été invitée à l'origine à évoquer la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il m'a semblé hier matin au début des travaux de ce colloque qu'il serait intéressant de vous proposer un aperçu de tous les États de la Mélanésie, que lorsqu'on s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, à sa décolonisation, aux inégalités sociales, il est intéressant, au-delà des autres exemples qui vont être développés plus tard cet après-midi, d'avoir une petite idée de ce qui se passe ailleurs en Mélanésie, et cela s'inscrit évidemment tout directement dans la continuité de l'exposé de Yvon Fawa
sur le groupe fer de lance mélanésien, puisqu'il s'agit de ces États-là. Et vous avez, pour ceux qui... pour nous tous, je crois, de toute manière, toujours avantage d'avoir une carte sous les yeux pour nous rappeler ce que sont ces États. Je vais aussi donner quelques chiffres pour avoir des ordres de grandeur. Donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 460 000 km², 8 millions d'habitants. Les Salomon, c'est 30 000 km² et 500 ou 600 000 habitants. Le Vanuatu, c'est 12 000 km² et à peu près autant d'habitants que la Nouvelle-Calédonie, 280 000. Et les Fidji, c'est 16 000 km², c'est-à-dire un peu plus petit que la Calédonie, et 900 000 habitants. D'autres éléments intéressants, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Salomon ou Vanuatu, la population est presque exclusivement mélanésienne. Alors qu'au Fidji, en gros, 40% de la population est mélanésienne, les autres étant constitués par différentes origines et notamment environ 40% de personnes d'origine indienne, les descendants des travailleurs que la colonisation britannique a fait venir entre 1879 et 1916. 61 000 Indiens pendant cette courte période emmenés au Fidji, largement des hommes, mais pas seulement, il y avait des hommes et des femmes et des enfants. Et plus de la moitié de ces personnes sont restées au Fidji à l'issue des contrats, ce qui fait qu'à partir de 1945 environ, il y avait davantage de personnes d'origine indienne au Fidji que de Mélanésiens ou en plus des personnes originaires d'autres communautés. Ces États d'aujourd'hui ont eu leur premier contact avec les Européens sur un éventail de 2 siècles. Les premiers commencent au début du XVIe siècle. La colonisation a commencé au milieu du XIXe. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été, pour sa moitié sud, britannique d'abord, et puis australienne. Sa partie nord et est a été allemande, jusqu'à ce que l'Australie, à la suite du Royaume-Uni et à l'occasion de la Première Guerre mondiale, administre l'ensemble du territoire qui est aujourd'hui celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Salomon ont été un protectorat britannique jusqu'en 1978. Pardon, j'ai oublié de dire, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est indépendante depuis septembre 1975. Salomon 1978, Vanuatu 1980. Et c'est les Fidji qui avaient donné l'exemple, qui avaient été le premier État mélanésien à obtenir son indépendance. C'était octobre 1970, après avoir été une colonie britannique pendant presque un siècle. Ce qu'on peut aussi donner comme élément de comparaison pour les pays indépendants d'aujourd'hui, c'est quelques chiffres sur le PIB par habitant. En gros, même s'il est relativement faible au Fidji, il est d'un peu plus de 5 000 $ par habitant, il est là 2 fois plus élevé en moyenne que dans le reste de la Mélanésie, Papouasie, Salomon, Vanuatu. La croissance économique est positive largement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Fidji, plus limitée au Salomon, négative au Vanuatu sur les dernières années. On peut aussi évoquer quelques caractéristiques, quelques similitudes entre tous ces États, l'importance de la religion. Partout, l'évangélisation est apparue comme une révélation, et dans tous ces États, les constitutions donc des États indépendants font référence à Dieu ou à la Bible. On peut aussi noter l'impact de la Deuxième Guerre mondiale, extrêmement fort au Salomon, le théâtre d'une grande partie de la guerre du Pacifique, fort aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les combats aériens, navals et terrestres entre les forces alliées et les Japonais ont fait des dizaines de milliers de victimes. Plus faible, néanmoins très significative au Vanuatu, à leurs Nouvelles-Hébrides, comme en Nouvelle-Calédonie, et même au Fidji, parce que c'était des bases américaines. Dans les États mélanésiens devenus indépendants, l'impact de la colonisation britannique reste très fort, même si au Vanuatu, qui était donc le condominium des Nouvelles-Hébrides entre 1906 et 1980, l'héritage français reste très fort, et cela se reflète par le fait que
il y a dans ce pays 3 langues officielles, le français, l'anglais et le bichlamar, un créole local. Bichlamar, ça évoque le nom de la bêche de mer, l'holothurie, qui était le produit recherché par les Occidentaux. Et on voit ici en Calédonie revenir les blue boats australiens pour cette pêche qui était déjà là il y a 2 siècles. Bêche de mer, c'était le mot tellement important que c'est celui qui a donné son nom à cette langue qui est au Vanuatu, qui s'appelle comme ça Vanuatu, mais qui est équivalente, le pidgin des Salomon, le tok-pisin en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans tous ces États mélanésiens, comme en Nouvelle-Calédonie, une extrême diversité culturelle, une centaine de langues au Vanuatu, 800 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et évidemment, la difficulté qui existe dans une communauté comme ça pour créer un sentiment d'union nationale. On sait bien ici, en Nouvelle-Calédonie, avec notre trentaine de langues, à quel point c'est difficile, puisqu'évidemment, une langue, c'est une vision du monde, c'est une culture, c'est le reflet d'une culture. Comment créer un sentiment national à partir de ça? Au Fidji, c'est un petit peu différent parce qu'il y avait... différentes langues avant l'arrivée des Européens, mais c'est celle dans laquelle a été traduite la Bible au début, qui est devenue la langue de l'ensemble de la population mélanésienne. Et au Fidji aussi, il y a 3 langues officielles, le fidjien, la langue de Baoa, l'hindi, de cette communauté d'origine indienne très importante, et l'anglais. Dans cette région-là, la langue de communication, la langue de tous les jours, la langue de la plupart des documents officiels, de la presse, des médias, de l'enseignement, c'est l'anglais. On pourrait faire je vous propose 2 petits focus, l'un en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'autre au Fidji, qui me semble pouvoir être des exemples à partir desquels nous pouvons tirer des enseignements pour regarder la Nouvelle-Calédonie et sa décolonisation avec un autre regard. Le premier, ce serait Bougainville. Je vais essayer de... Vous voyez ma flèche? Voilà. Bougainville, cette île de l'extrême est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la frontière avec les îles Salomon passe quasiment au contact de l'île. Cette île, donc, elle fait partie géographiquement, ethniquement du groupe des Salomon. Et d'ailleurs, lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue indépendante en 1975, cette île et les petites qui lui sont rattachées constituaient la province des Salomon du Nord. À l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1975, il y a eu une tentative de sécession de cette île qui a demandé d'être rattachée aux îles Salomon. Mais Port Moresby n'a pas voulu, a considéré que l'héritage de la colonisation faisait qu'elle constituait un élément de l'ensemble du nouveau pays. Donc Bougainville fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais ses habitants, pour une bonne partie, ne se considèrent pas comme appartenant au même groupe. Et c'est sur cette île qu'il y a eu, entre la fin des années 80 et la fin des années 90, la seule vraie guerre de notre région. Certains utilisent, même officiellement, dans les manuels scolaires, par exemple, on utilise le terme de guerre pour ce qui s'est passé ici dans les années 80. Bougainville, vous voyez, c'est une île qui est plus petite que la Nouvelle-Calédonie, que la Grande Terre, et nettement plus petite que la Calédonie dans son ensemble, avec une population équivalente. En gros, c'était 200 000 habitants. Il y a eu 15 000 morts. 15 000 morts sur une terre, en gros, on peut dire comparable à notre Grande Terre. Donc quand on connaît le traumatisme des victimes de nos événements des années 80, on imagine ce qui s'est passé là, avec la population divisée entre ceux qui soutenaient le gouvernement central et voulaient rester au sein de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ceux qui cherchaient à obtenir la sécession de l'île, son indépendance. Le déclencheur de la guerre à la fin des années 80, le conflit de Bougainville, c'est l'exploitation d'une mine, la grande mine de cuivre et d'or de Panguna, au milieu de l'île, plutôt sur la côte est. Cette mine, vraiment absolument gigantesque, générait des profits extrêmement importants, contribuait pour plusieurs dizaines de pourcents au produit intérieur brut de l'ensemble de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En revanche, les populations locales en retiraient peu de bénéfices et en subissaient des
désagréments absolument catastrophiques, hein, dévastation de leur environnement, limitation de leur territoire de pêche et d'occupation. Voilà, un déclencheur sur la gestion des ressources minières, sur les dégâts à l'environnement. Ça fait une guerre avec 15 000 victimes, dont l'accord de paix signé en 2001 a été calqué sur le processus en cours en Nouvelle-Calédonie. Division de l'île en 3 provinces, transfert progressif des compétences entre Port Moresby et Bougainville, la création d'un statut particulier alors que les 18 autres provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée gardaient le même statut. Bougainville est devenue une région autonome avec son propre gouvernement et un scrutin d'autodétermination pouvant intervenir dans les 15 ans suivant l'accord de paix, et la date en a été fixée à juin 2019. La différence avec la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'en aucun cas le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne laissera partir Bougainville. D'autres provinces, les autres provinces riches du pays ont déjà indiqué que les gouvernements provinciaux demanderaient la sécession immédiatement, qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils contribueraient à la richesse nationale si une des parties du territoire pouvait obtenir son indépendance. Donc une situation extrêmement difficile que les intéressés examinent au regard de ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Le deuxième exemple que je pense intéressant pour nous ici, c'est ce qui s'est passé aux Fidji, où donc, à la différence des autres États mélanésiens, la population était partagée en communautés d'origines diverses. Et donc ce n'est une moitié de la population, ou en tout cas une grosse minorité qui était devenue de manière une majorité démographique à l'indépendance, constituée de populations importées, même si ce n'étaient pas les descendants du colonisateur, mais d'autres victimes de l'histoire. Ces Indiens ont vu leur place définie d'abord par les autorités coloniales, mais ensuite par les autorités de l'État indépendant comme nettement séparées. Aux Fidji, à l'indépendance, il avait été organisé que chaque citoyen serait défini notamment par son appartenance communautaire. Les papiers d'identité faisaient mention de l'appartenance communautaire. Il y avait très peu de métissage. Mais néanmoins, les personnes métissées devaient choisir d'être indiens, fidjiens ou autres. Les listes électorales étaient définies par communauté. On votait largement pour des candidats et donc des élus de la même appartenance communautaire que soi. Et la répartition au sein du Parlement entre les élus, les représentants des différentes communautés était définie très précisément dans la Constitution. Indépendance en 1970. Aux élections de 1987, les élections sont remportées par le Parti travailliste, dont le leader était un mélanésien, un progressiste, dont le programme était notamment d'intensifier la cohésion nationale et de limiter les différences entre les habitants. Et dans ce parti politique, les Indo-Fidjiens, les Indiens, avaient une large place. Ça a été considéré par ce qui étaient les nationalistes mélanésiens comme une atteinte insupportable à la prééminence de leurs droits sur leur propre terre. Et en mai 1987, il y a eu un coup d'État militaire, le premier qui soit jamais arrivé en Océanie, le colonel Rambuka, mélanésien bien sûr, issu d'un clan de guerriers, a renversé le gouvernement et pris le pouvoir au nom de la défense des intérêts légitimes des Mélanésiens sur leur terre. Il a gardé le pouvoir après de nombreuses péripéties jusqu'en 1999. Dès qu'il a quitté le pouvoir en ayant réformé la Constitution, changé la Constitution, rétabli à peu près les droits des autres communautés, les élections ont été remportées, de nouveau par le Parti travailliste, mais cette fois, le parti était conduit par un Indien. Et les regards de tout le pays et de la communauté internationale se sont portés sur les Fidji, les mêmes causes ayant souvent les mêmes effets. On était seulement 12 ans après le premier coup d'État. Qu'allait-il se passer? Et un coup d'État a fini par arriver, cette fois pas conduit par les militaires, conduit par un civil, seulement moitié mélanésien, qui ne parlait d'ailleurs pas la langue locale et qui était en fait l'homme de paille de différents intérêts.
Et c'est le chef de l'armée qui a contré ce coup d'État, instauré la loi martiale conformément à la Constitution, négocié avec les putschistes qui avaient pris en otage une partie du gouvernement et du Parlement et les ont gardés en otage pendant 56 jours, enfermés dans le Parlement avec donc les partisans du coup d'État armés autour d'eux. Donc c'était le commodore Bainimarama, chef de l'armée depuis quelques mois, qui a évité le bain de sang. Ça, c'était un coup d'État quasiment sans sang versé. Libérer les otages, arrêter les putschistes et rendu le pouvoir aux civils en quelques semaines. Le pouvoir aux civils, c'était un gouvernement provisoire dirigé par le gouverneur de la Banque centrale, un Fidjien mélanésien, un économiste, jamais engagé en politique, pas un noble coutumier, donc a priori exempt des pressions coutumières politiques, qui s'est révélé être en fait plus nationaliste que les nationalistes. Et à partir donc de l'an 2000, légitimé d'ailleurs par des victoires aux élections législatives, a conservé le pouvoir et mis en place une politique que réellement, sans exagérer, on peut qualifier d'apartheid vis-à-vis des Indo-Fidjiens. Et le commodore Bainimarama, rentré dans sa caserne à la tête de son armée, a rappelé que la constitution des Fidji, et c'était déjà le cas dans la constitution précédente, prévoyait que l'armée est chargée de veiller non seulement à la sécurité de la population, à la défense des intérêts, comme c'est le cas des armées partout dans le monde, mais au-delà de ça, au bien-être de la population. Et il a expliqué au gouvernement que la politique qui était conduite était contraire, selon lui, aux intérêts et au bien-être de la population, et que si la politique n'était pas changée vers davantage de démocratie, il conduirait un coup d'État. Ça a mis longtemps, j'ai compris. Il avait pris le pouvoir, et il a de nouveau pris le pouvoir en décembre 2006, et cette fois-ci, il a dit qu'il ne le rendrait pas tant qu'il n'aurait pas réformé le pays. 2006-2014, transformer le pays, supprimer l'appartenance communautaire, affirmer que désormais tous les citoyens étaient des Fidjiens, que les Indiens donc, et les autres, des Fidjiens comme les autres, et que pour les Mélanésiens, on utiliserait désormais le terme dans la langue locale, Itokei, mais que tous Fidjiens. Il y a eu une évolution des mentalités au point que lorsque les élections ont eu lieu en septembre 2014, et ça a été vraiment des élections démocratiques, liste électorale publique, carte électorale biométrique, photo, empreinte, des centaines d'observateurs internationaux conduits par le pays qui avait le plus critiqué le coup d'État, l'Australie. Et là, ces élections ont été avec une très forte participation, de toute façon le vote est obligatoire, ça aide, très très largement en faveur de Bainimarama et du parti qu'il venait de créer. On a là un paradoxe d'un pays réformé, d'un destin commun imposé par un coup d'État militaire qui amène maintenant les Fidji à être quand même, pour beaucoup, un modèle dans la région. Ce sont les Fidji qui ont présidé la 23e conférence contre le climat à Bonn le mois dernier. Les Fidji ont présidé la 71e Assemblée générale de l'ONU, septembre 2016, septembre 2017. Peter Thompson, le représentant permanent des Fidji aux Nations Unies, un Fidjien blanc. 5 générations de Fidjiens sans une goutte de sang mélanésien, mais qui se présentent comme ayant du kava dans le sang. Donc les locaux comprendront ce que ça veut dire. Voilà, je pense que la Calédonie, nos réflexions sur son avenir, sur la décolonisation, ont intérêt à savoir aussi bien que possible ce qui se passe dans les autres États mélanésiens, comment la décolonisation, la colonisation puis la décolonisation se sont passées de manière extrêmement différente, et comment un destin commun peut être construit de manière certainement non conventionnelle, et qu'évidemment je ne recommande pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter un tout jeune retraité de l'enseignement supérieur, selon l'oxymore couramment utilisé, le professeur Hervé Rial, qui officiait à l'université d'Angers, et qui va donc nous parler des instruments de lutte contre les inégalités sociales, perspectives historiques et comparatistes. Hervé, tu as la parole. Vaste sujet, merci Arnaud. Je vais, comme les autres, remercier
Florence, plus encore que les autres, Florence, elle n'est pas seulement tenace, elle est opiniâtre. Elle m'a fait aller 3 fois à Clermont-Ferrand, ce qui est déjà énorme. Une fois à Aix-en-Provence, cette fois c'est Nouméa. Je me demande bien où ce sera la prochaine fois. Je crains le pire, peut-être la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sait-on jamais. Si. Parce que vous nous avez dit, franchement. Alors, la France n'en finit pas de se débattre avec ses inégalités sociales. La loi de finances pour 2018 devrait, si le Conseil constitutionnel le veut bien, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune en ne maintenant qu'une modeste taxation de l'immobilier. À côté de cela, la CSG, notamment pour les retraités, est augmentée. Eh oui, pauvres de nous. Surtout, 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1015 € par mois. Et on a dit qu'en Nouvelle-Calédonie, ce nombre était de 23%, alors qu'en France, vous voyez, il est à peu près de 15%. Il s'agit notamment d'étrangers, demandeurs d'asile ou déboutés du droit d'asile qui ne parviennent pas à quitter la France, ou ne le souhaitent pas. Bon nombre de personnes vivent dans la rue et les communes, pour éviter ce qu'elles appellent l'appel d'air, n'hésitent pas à procéder à leur expulsion manu militari lorsqu'ils occupent des terrains communaux. Autrement dit, ils sont expulsés de la rue. La ville d'Angers est un bon exemple dans le domaine. Il semble que le monde entier soit confronté à l'inégalité sociale. Dans le même temps, on nous apprend que le Qatar a un PIB 210 fois supérieur à la Centrafrique et un joueur de football touche par an le salaire de 4000 professeurs d'université. Et c'est vrai. Alors bornons-nous à quelques aspects historiques et comparatistes, parce que le sujet pourrait être celui d'un ouvrage tant il est vaste. On se bornera donc à quelques généralités, plutôt à quelques pistes des instruments qui sont utilisés dans un pays organisé comme la France et également un petit peu en Pologne. Alors c'est vrai que ça serait aussi intéressant de travailler sur les États fédératifs comme l'Allemagne, parce que là c'est encore plus compliqué, ou des États régionaux comme l'Italie et l'Espagne, et au fond, la Nouvelle-Calédonie est un exemple assez proche d'un État régional, puisque vous avez la compétence Nouvelle-Calédonie qui est beaucoup plus vaste que la compétence avec la question des lois de pays. J'ai embêté des générations de première année avec ça. Alors, il nous semble qu'on doit distinguer 3 moyens d'essayer de lutter contre les inégalités, enfin, 3 moyens pour essayer de lutter contre les inégalités. Le premier de ces moyens, c'est l'impôt. On en a très peu parlé pendant ce colloque. L'impôt a une fonction de lutte contre les inégalités. Le deuxième moyen, c'est l'allocation de ressources, qui très souvent ont un effet économique assez stérile, mais permettent, Michel Borgetto l'a clairement dit hier, permettent finalement d'éviter que des personnes soient dans un état extrêmement vulnérable. Et donc ces aides sociales assurent un revenu de subsistance. Et puis enfin, dans un troisième temps, on donnera quelques exemples d'actions sociales qui visent, on en a parlé un peu tout à l'heure, à assurer un mieux-être, c'est-à-dire une amélioration sociale et culturelle. Tout le monde ne va pas à l'opéra, mais quand même, grâce à l'encouragement à la fréquentation de services publics. Moi, je serai très bref là-dessus, le professeur Mathieu Touzey-Divina en ayant finalement traité avant moi, puisque j'ai eu des histoires de valises, comme chacun le sait. Alors, premier élément, l'égalité par l'impôt. L'impôt, c'est la contribution qui va le plus évidemment lutter contre les inégalités sociales. Impôts nationaux d'abord. Impôts nationaux, cette question est complexe. Les impôts ont un effet redistributif. Chacun sait que les tranches d'impôts sur les revenus vont compenser les inégalités sociales, que les taux de TVA vont varier en fonction de l'utilité du produit pour taxer plus les produits de luxe. Mais ce n'est pas la seule fonction de l'impôt. L'impôt aujourd'hui a beaucoup d'autres fonctions. Aide à l'investissement, on en a parlé ici à propos des sociétés d'économie mixte. Rôle sanitaire, l'impôt qui va taxer le tabac ou l'alcool. Et puis d'autres rôles encore. Il suffit de remplir votre déclaration d'impôt pour vous rendre compte des objectifs législateurs
qui vont être tantôt les économies d'énergie, tantôt l'emploi de personnel à travers les chèques emploi service universel, etc., etc. Et puis le don aux œuvres, on a parlé ce matin de Saint-Vincent de Paul. Donc l'impôt est redistributif, mais ce n'est pas son seul effet. Il faut aussi noter que la suppression de l'impôt sur la fortune, justement, est contraire à l'idée de lutter contre les inégalités. Pourquoi ? Pour un autre objectif, éviter, évidemment, l'évasion fiscale. L'impôt local, lui, l'impôt local aussi va lutter contre les inégalités. C'est un instrument qui lutte contre les inégalités, mais qui en même temps porte des inégalités. Et c'est bien pour ça qu'on s'y attaque actuellement. Il porte des inégalités parce que son montant varie énormément en fonction des communes. On sait très bien que vous avez des gens qui quittent la grande ville pour aller habiter 5 km plus loin pour payer 2 ou 3 fois moins d'impôts de foncier ou de taxes d'habitation. Il entraîne donc lui aussi des inégalités territoriales et vous savez que la taxe d'habitation, là aussi si le Conseil constitutionnel le veut bien, mais Patrick Gaillard pourra nous dire ce qu'il en pense, sera effectivement supprimée pour 80% des ménages. L'impôt, finalement, c'est un moyen de redistribution, mais un moyen qui n'est pas utilisé à plein. Mais dans chaque pays, eh bien, l'impôt va être utilisé pour lutter contre les inégalités sociales. On n'est plus, si vous voulez, à l'égalité devant l'impôt, on est à l'égalité par l'impôt. Vous savez bien que l'Europe a encore des problèmes d'égalité fiscale. Il y a encore au sein de l'Europe des paradis fiscaux qui sont quand même assez recherchés, notamment le Luxembourg. Alors, deuxième instrument de lutte, ce sont les prestations sociales. On sait que les prestations sociales, il y en a deux catégories, les prestations de sécurité sociale et les prestations d'aide sociale. On sait aussi que l'aide sociale s'est banalisée en France. Elle vise aujourd'hui 4 catégories de personnes, mais on va commencer par une particulièrement importante, c'est l'aide à l'enfance et aux familles. L'aide à l'enfance et aux familles, elle vise à lutter contre une inégalité particulière, celle il s'agit d'aider les familles ayant des enfants, et il s'agit aussi d'aider les enfants qui n'ont plus de famille. L'aide sociale à l'enfance, notamment, aurait sans doute dû ne pas exister avec l'amélioration du niveau de vie et de la culture. Pourtant, l'aide sociale à l'enfance persiste comme une nécessité absolue. Mais en Afrique, l'aide sociale absolue s'exerce, l'aide sociale à l'enfance s'exerce grâce à la solidarité familiale. En France, on sait que les départements en sont chargés, on en a parlé un peu hier, et il s'agit d'aides financières venant compléter les allocations familiales, mais aussi d'une aide éducative par le biais de techniciens en intervention sociale et familiale. Et enfin, dans un but de police, l'aide sociale va prendre en charge un certain nombre d'enfants que les familles ne peuvent élever, que ces enfants soient confiés par leurs parents, qu'ils le soient parce qu'ils n'ont pas de parents, les pupilles de l'État, qu'ils le soient par le juge judiciaire, soit enfin que leurs parents soient à l'étranger. C'est le cas des mineurs non accompagnés. Et puis l'ASE organise la police de l'adoption qui permet de lutter contre l'absence de parents. Vous voyez que l'aide sociale à l'enfance a finalement une fonction de lutte contre les inégalités. Il en va de même, évidemment, des allocations familiales. Prestations accordées maintenant à des catégories d'individus réputés vulnérables, eh bien, vous les trouvez de plus en plus, puisqu'au fond, au début du XXe siècle, l'aide sociale apparaissait comme une exception, et on rappelait hier que le bénéficiaire de l'aide sociale n'était même pas électeur, c'était un exclu électoral. L'aide sociale avait donc un caractère alimentaire, subsidiaire, n'existait que pour se substituer véritablement en cas d'impécuniosité. Aujourd'hui, l'aide sociale a perdu ses caractères et s'est banalisée un peu partout. C'est peut-être souhaitable, c'est peut-être regrettable, parce qu'elle apparaît très souvent comme un droit.
L'aide sociale concerne les personnes âgées. Et là, effectivement, il y a véritablement une inégalité sociale très forte les concernant. C'est la dépendance, le phénomène de dépendance qui est devenu, en juillet 2001, un véritable 5e risque social couvert par l'allocation personnalisée d'autonomie, les départements étant aidés dans ce domaine par la CNSA qui bénéficie notamment du fameux lundi de Pentecôte où les gens n'ont pas voulu travailler. Et n'ont pas voulu travailler pour verser cet argent, mais on a trouvé d'autres solutions. Alors, la personne âgée va en bénéficier, qu'elle soit à domicile ou en établissement. Il s'agit de lutter contre les inégalités et de créer des emplois, parce que l'APA va créer effectivement des emplois d'aide à domicile, mais on sait que les emplois d'aide à domicile ne sont pas des emplois très pérennes et qu'on a quelquefois du mal à les pourvoir. Je ne sais pas ce qu'il en est ici. Également, les allocations liées aux différents handicaps, et notamment l'allocation aux adultes handicapés, qui est un minimum social qui est d'origine assistentielle, finalement, puisque, quelque part, il est versé aux personnes handicapées qui n'ont pas d'emploi. Et puis, la prestation de compensation du handicap, un petit peu plus dynamique, mais pas forcément. On n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails, et qui ont relégué, finalement, l'emploi des personnes handicapées au second rang, malheureusement. Là aussi, on sait que ces allocations n'incitent guère au travail. Enfin, le RSA qui est un minimum social beaucoup plus bas, environ 500 € contre 800 pour l'allocation adulte handicapé. Le RSA, qui a remplacé en 2008 le RMI, qui accrédite l'idée que toute personne a droit à un revenu de subsistance dans la lignée, effectivement, de l'alinéa 11 du préambule de 1946. Et la plupart des pays sont obligés d'avoir des systèmes comme ça, mais très souvent encore plus bas. On me disait l'autre jour qu'au Portugal, le RSA était d'environ 200 €. Il s'agit bien d'un moyen de lutter contre les inégalités sociales, avec effectivement une incitation au travail, le RSA apparaissant comme quelque part un luxe pour les pauvres des pays riches, excusez cette formule. Alors, c'est vrai que toutes ces allocations sont marquées par le non-recours. On sait que le RSA, notamment, est marqué par le non-recours. On sait par exemple que les Roms y ont très peu recours et très souvent mendient dans la rue. Autrement dit, l'instrument lui-même n'atteint pas son objectif. On sait aussi que le RSA ne permet pas d'imposer la réciprocité. Le département du Haut-Rhin, qui avait imposé 4 heures de travail hebdomadaire à l'ensemble des bénéficiaires du RSA, eh bien ce département du Haut-Rhin s'est fait contredire, logiquement, parce que la loi ne le prévoyait pas, par le tribunal administratif de Strasbourg. Le RSA monte peu, comme si on estimait que les pauvres pouvaient travailler, et c'est un petit peu la tendance actuelle. Alors vous voyez que tout cela, tous ces instruments de lutte sont des aides sociales. Reste à dire quelques mots, mais la plupart a été faite hier, par de l'action sociale, c'est-à-dire comment l'action sociale lutte contre les inégalités. Je vais dire quand même quelques mots de l'aide au logement, parce que l'aide au logement, c'est sans doute le plus important. Et je suppose qu'ici, il se pose dans des conditions particulières. On sait que le logement, c'est le principal facteur de l'insertion sociale des populations. Qui n'a pas de logement, pas d'électricité, pas d'eau, n'a pas d'hygiène, a de mauvaises conditions de santé, ne peut prétendre à un emploi et à une insertion sociale. Les enfants sans logis ne peuvent accomplir une scolarité satisfaisante. La France a donc inventé en 1912 les HBM, les habitations à bon marché, c'est la loi Bonnevet, devenues depuis les habitations à loyer modéré, mais avec une idée de mixité sociale favorisée par des plafonds assez élevés d'accession aux logements sociaux, ce qui permet une certaine mixité. Or, les textes européens, aujourd'hui, contestent le modèle français d'habitation à loyer modéré, préférant encourager des ghettos sociaux réservés aux personnes à bas revenus pour ne pas concurrencer
le secteur privé. On sait que 3/4 des Français, en gros, pourraient vivre en HLM. Pour cela aussi, la France a mis en place des systèmes de financement, avec notamment des emprunts à taux bonifié, le rôle de la Caisse des dépôts, d'organismes de crédit immobilier, le 1% logement, etc. On a une véritable politique de logement social. Et puis elle a mis en place une politique de la ville de discrimination positive, on parlait de zone franche, entièrement fondée donc sur l'idée de mixité sociale. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette politique du logement social est largement remise en cause aujourd'hui. On sait que les organismes HLM se sont offerts des publicités gigantesques les 2 derniers mois en France pour montrer leur utilité face aux menaces du gouvernement actuel. On sait aussi que la loi Besson de 90 a créé des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, avec un bras séculier, le Fonds de solidarité logement, que la loi SRU du 7 décembre 2000 a créé l'obligation de 20% de logements sociaux, que les préfets ont bien du mal à faire respecter, et puis que la loi du 5 mars 2007 a créé un miroir aux alouettes qu'on appelle le DALO, le droit au logement opposable, qui a bien du mal à fonctionner, tout simplement parce que les commissions vont attribuer des logements loin des grandes villes qui font que les gens sont sans transport et vont être contraints de refuser les offres. On sait aussi enfin que la loi Boutin du 25 mars 2009 a créé un DAU, un droit à l'hébergement d'urgence, qui est une mission de l'État, et que depuis lors, des contentieux de marchands de tapis opposent l'État et les départements. Ces contentieux ont été tranchés de manière bien maladroite le 13 juillet 2016 par le Conseil d'État, en admettant que le département devait venir au secours de l'État en cas de nécessité. Autrement dit, que même si l'État est compétent, le département peut prendre sa place. Alors enfin, l'action sociale, elle prend bien d'autres formes. Elle prend la forme de la tarification, je ne vais surtout pas y revenir, mais elle prend la forme de l'aide à la fréquentation de services publics. Je pense à 2 aides, la CMU, 3 aides même, la CMU, couverture maladie universelle. Je pense aux bourses qui vont payer les étudiants pour qu'ils viennent aux cours, c'est quand même extraordinaire. Et puis à l'aide juridictionnelle qui va financer les gens qui doivent aller dans des procès. Voilà des moyens de lutter contre les inégalités sociales. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, la lutte contre les inégalités passe par un nouveau principe qui n'a pas été abordé hier, c'est le principe de l'accessibilité. Le principe de l'accessibilité culturelle, le principe, on en a parlé un tout petit peu, le principe de l'accessibilité sociale, le principe de l'accessibilité numérique. Alors, finalement, quels sont les derniers instruments de lutte contre les inégalités? Il y en aura toujours des nouveaux, mais je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste parce que, par exemple, on envisage une recentralisation du revenu de solidarité active. On envisage une convergence entre prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Le Conseil d'État en a fait un neutron législatif, en disant comme ça, on ne l'applique pas. Quant aux mineurs non accompagnés, ils sont un défi constant pour nos sociétés. Et en Pologne, par exemple, les dépenses de santé ont doublé pour les collectivités territoriales entre 2005 et 2013. Les communes, en effet, en Pologne, ce qui n'est pas le cas en France, contribuent beaucoup aux dépenses de santé, et notamment, et il y a du boulot, de lutte contre l'alcoolisme. L'apport financier des ménages est en constante augmentation en Pologne, où 1/4 des enfants sont sous le seuil de pauvreté, lui-même beaucoup plus bas qu'en France. Alors, si vous voulez, au-delà, on a quand même, en Europe notamment, la question des demandeurs d'asile, qui sont très mal accueillis, la question des migrants de toutes sortes, qui arrivent toujours plus nombreux, et qui, eux, n'ont pas droit à l'égalité sociale, tout simplement parce qu'ils sont sans papier, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas droit à la domiciliation.
Et donc je suis assez pessimiste, puisque je pense que les inégalités sociales sont des éléments contre lesquels il est aujourd'hui non pas impossible, mais très difficile de lutter, au moins à l'échelon mondial. Je vous remercie d'avoir écouté cet exposé qui n'en était pas un, puisqu'au fond, il n'y avait pas vraiment de sujet. Il y a des tas d'instruments de lutte contre les inégalités sociales, mais la plupart, c'est un peu du pipeau. Merci beaucoup Hervé pour ce magnifique exposé plein de cabotinerie, mais absolument